Bonsoir, je pense que vous m'entendez. C'est bon, ça fonctionne? Parfait. Bienvenue à l'Académie du climat. Je m'appelle Luc Charbonneau, je m'occupe de la programmation partagée et de la gouvernance de ce lieu. On pourra en discuter de ce que ça veut dire un jour. Mais je voulais juste vous souhaiter la bienvenue, vous rappeler ce qu'était l'Académie. L'Académie, c'est un lieu de sensibilisation et de mobilisation adressé aux jeunes, par les jeunes et avec les jeunes, au sein de la ville de Paris. C'est un projet qui a été monté, qui a ouvert il y a 4 mois. C'est un lieu qui est ouvert, très ouvert. Il y a un lieu d'éco-working qui est à l'opposé de ce bâtiment, qui est en permanence ouvert pour les étudiants, pour les gens qui veulent s'engager sur la transition écologique. Notre mot d'ordre, c'est un peu envahissez-nous. Il se passe ici toujours quelque chose, des conférences, des ateliers, faire, transformer, réfléchir, penser la transition énergétique. C'est ça notre modèle. On est en pleine création, donc c'est le moment de venir et d'influer sur notre construction. Ce soir, on accueille une première conférence d'un cycle qui se fait ici, dont on est ultra content et très fier d'accueillir les sages, évidemment, parce qu'elle est cette école de la transition du paysage et que tout ça nous parle beaucoup. Donc voilà, c'est le première d'un cycle de 5 conférences qu'on va accueillir sur ce semestre, qui sont donc diffusées en direct sur Facebook et que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook si vous voulez revoir des éléments et des moments de la conférence. Elles sont archivées sur notre page Facebook. Vous avez là-bas des petites feuilles pour vous inscrire aux newsletters, pour avoir toutes nos informations. Vous pouvez le faire via notre site academieduclimat.paris et le mot d'ordre, c'est envahissez-nous. Voilà. Et je passe la parole à Marie-Christine Bardelec, qui est adjointe à la maire de Paris, en charge de l'enseignement supérieur et de la vie scolaire. La vie étudiante, oui, et de la recherche. D'accord. Merci beaucoup. Alors, chères étudiantes, chers collègues, parce que je suis aussi universitaire, professeure de littérature américaine, personne n'est parfait. Je suis très très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour le lancement de cette série de conférences avec les sages, l'école du paysage, dont je passerai la parole à son directeur, M. Lenzini, tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est de proposer à des professionnels, des scientifiques, des architectes, des urbanistes, de réfléchir avec nous, de nous exposer leur point de vue sur la place du vivant dans l'espace urbain. Alors, bien sûr, l'idée, ce n'est pas de faire des conférences ex cathedra, c'est de vous faire participer à des débats, mais évidemment, le point de vue des spécialistes nous importe, et c'est pour ça qu'on les invite. Ce travail, vous le menez déjà au sein de cette école, de votre école, depuis longtemps, et à la ville de Paris, je peux dire que c'est l'objectif qui est poursuivi à l'école Dubreuil, qui est l'école... on dit d'habitude des jardiniers de la ville de Paris avec un air un peu condescendant, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi un lieu où on réfléchit sur la place justement de la nature en ville. Et bien sûr, plus largement, la direction des espaces verts et de l'environnement, ce qu'on appelle la DEV, qui est une des grandes directions de la ville de Paris, nous accompagne dans toutes ces réflexions. La question de la biodiversité, de la faune et la flore est au cœur de nos réflexions. Alors, la ville, l'espace urbain, a priori, ça paraît antinomique à l'idée de nature. Ce concept est à interroger. Vous savez qu'il n'est pas la nature, ça n'a rien de naturel, si j'ose dire. C'est un concept construit, comme dirait Philippe Descola, par le regard, une idée construite par le regard dans son livre Par-delà nature et culture. Mais l'enjeu nous paraît quand même simple, même si sa réalisation est difficile. L'idée, c'est de comment concilier la vie des humains que nous sommes, enfin on espère, sur les territoires des villes, et la vie des animaux et de la biodiversité, alors qu'on sait très bien que c'est l'humain qui détruit le plus, ou en tout cas sans dire de choses trop négatives, mais qui perturbe ou qui modifie en tout cas la nature. Quand on parle de nature en ville, traditionnellement on pense à végétation. Bien sûr, la végétation est essentielle, les arbres, la fraîcheur pour lutter contre les canicules, et bien sûr, voir des plantes et des arbres, ça remonte le moral. C'est prouvé d'ailleurs même par les scientifiques. Mais réfléchir à la place de la nature en ville, c'est beaucoup plus que cela. C'est se demander, par exemple, j'ai un exemple précis,
qui m'est arrivé à moi, j'allais dire en tant qu'élu. On me pose souvent des questions, on me dit voilà, sur tel boulevard, dans telle rue, on n'y voit pas clair la nuit, on a peur de rentrer chez nous la nuit parce que les lampadaires éclairent moins qu'avant. Donc j'en parle à l'adjoint chargé de la voirie qui me dit « Ah, mais on nous a demandé aussi de faire une trame noire pour les animaux. » Donc vous voyez, par un exemple très concret, on se rend compte que la place respective de l'humain et de l'animal impose des installations, des équipements un peu contradictoires. Et donc c'est tout ça qu'il s'agit de faire rimer ensemble. Donc nous menons ce travail, alors ce n'est pas un nous de majesté, mais c'est avec le premier adjoint Emmanuel Grégoire qui est aussi chargé de l'urbanisme, parce que nous menons une révision du plan local d'urbanisme qui est la manière dont la ville régit les espaces communs. Et le plan local d'urbanisme s'appelle maintenant le plan local d'urbanisme bioclimatique, et cet adjectif en dit long. Donc, je ne vais pas être plus longue. Je voudrais vous dire que ce lieu où nous sommes, l'Académie du climat, qui a été donc, comme vous l'avez dit, M. Charbonneau, souhaité par la maire de Paris, est un lieu ouvert. Il faut que vous vous en saisissiez. Il est à vous. Vous êtes chez vous. C'est un lieu où nous voulons concrétiser des idées, pas seulement brasser des idées, mais mener à des réalisations concrètes. Ce cycle de conférences avec les sages est une façon de vous inviter ici pour que vous reveniez. Et je voudrais dire une petite parenthèse à l'adresse des étudiants qui sont ici ou qui nous suivent sur Facebook. Je sais que votre vie est particulièrement difficile en ces temps d'instabilité, de menaces sanitaires, et que la ville de Paris est à vos côtés. Nous avons mis en place des lieux. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez des difficultés matérielles ou autres. Il n'y a pas que des difficultés matérielles. Et j'espère bien que 2022 sera la fin des années Covid et que vous pourrez vous tourner vers la Maison des Initiatives Étudiantes, qui est dans le 3e arrondissement rue du Tournelle, non loin d'ici, ou QJ, qui est dans l'ancienne mairie du 1er arrondissement, qui sont des lieux dédiés entièrement à répondre à vos questions et aussi à accueillir des événements qui vous concernent. Donc n'hésitez pas à vous en saisir et à nous poser des questions. Merci beaucoup et bonne conférence. Bonsoir à tous. Donc, je suis Sacha Enzini, directeur de l'ESSAGE. Je remercie beaucoup Madame le maire Delay pour le mot, pour la conférence d'inauguration. Merci à l'Académie du climat, qui est un super lieu qui nous permet de pouvoir un peu parler du vivant. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est très cher. Ça fait maintenant 2 ans qu'on essaye de mettre en place ce cycle de conférences. Il y a eu quelques péripéties sanitaires depuis 2 ans. Vous m'entendez mieux là? Voilà, donc on est très heureux de pouvoir enfin entamer ce cycle de conférences. Je vais vous dire juste quelques mots sur les Sages. Donc les Sages, c'est une école qui a été fondée en 1966. On est une école associative. On forme des paysagistes. Donc les Sages, historiquement, c'est École supérieure d'architecture des jardins. C'est devenu maintenant l'école des paysages de la transition écologique. Donc on a refondé en 2020 toute une maquette pédagogique avec notre président d'honneur qui est Gilles Clément, avec comme précepte un petit peu la préséance du vivant, qui est quelque chose de très important pour nous. C'est-à-dire que dans notre profession de paysagiste, chaque projet, on donne à chaque fois la préséance au vivant. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut propager dans n'importe quelle profession et qui serait très intéressant pour plein d'autres aussi écoles. Donc on est très heureux d'entamer ce cycle. Je remercie donc, encore une fois la mairie de Paris, l'Académie du climat. Je remercie Thierry Paco qui a conçu et qui va animer tout ce cycle de conférences. Et merci à Philippe Macdec d'inaugurer donc ce cycle-là. Merci. Je vous laisse la parole. Vous avez les mots. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce sont des conversations, c'est-à-dire que c'est partager, être ensemble, selon le terme d'étymologie du mot converser. Et la conversation, par contre, c'est une relation qui peut être intime. Ce ne sera pas le cas ce soir. On va être dans un échange savant.
Ça, c'est de l'expression qui arrive au XVIIe siècle seulement. Et donc la conversation, c'est le fait de pouvoir confronter des idées sans aucune tension, sans aucun autre plaisir que la recherche de la réflexion. Et donc c'est, en d'autres termes, un moment où on espère que la pensée sera pensante, comme la parole sera parlante. Et donc nous allons parler et converser pendant 3/4 d'heure, et ensuite vous pourrez évidemment intervenir, converser avec nous, converser entre vous sur notre thématique. La thématique a été décidée collectivement à Les Sages, mais on va la découvrir progressivement au cours des 5 séances. Donc aujourd'hui, par exemple, le mot vivant, on ne va pas l'approfondir comme on le fera avec Gilles Clément. Ah, ça marche plus. Si, ça marche. Dans la prochaine... Il faut pas que je fasse ça, peut-être. Bon, je vais rester près de la bouche. Et donc là, on évoquera bien sûr les auteurs qui ont marqué Gilles Clément, comme Lamarck, bien sûr, Darwin et puis Canguilhem. Mais pour nous, aujourd'hui, on va essayer d'entrelacer 3 thèmes qui sont sans cesse en interférence entre eux, la nature, la technique et le territoire. Et lorsque j'ai mis ces mots sur le programme, j'ai tout de suite pensé à Philippe. Donc Philippe Madec, vous le connaissez déjà, mais si vous ne le connaissez pas, il est architecte, il est urbaniste, il est paysagiste, il est auteur, il est enseignant, et il est le cofondateur d'un mouvement autour de la frugalité heureuse et créative qui rassemble de plus en plus de gens de tous les horizons. Mais tu vois l'exposé tout à l'heure. Et donc on va commencer, si vous le voulez bien, par réfléchir ensemble sur la notion de nature. À chaque fois, j'essaierai de donner un petit cadrage plutôt philosophique, mais ensuite, Philippe réagira de son point de vue à lui, de concepteur et de créateur. Et puis, après la nature, on passera à la technique, et après la technique, au territoire, et puis après, on ira dîner. Enfin bon, on verra comment ça s'organise. Alors, la nature, si j'en crois Bernard Charbonneau, qui est un écologiste français pas assez lu, donc je profite qu'il y ait beaucoup d'étudiants pour le mentionner. Bernard Charbonneau, avec Jacques Ellul, ont été les premiers écologistes à penser l'écologie politique, et ils animaient à l'époque un groupe autour de la revue Esprit, qui est né en 1932, à Bordeaux. Et puis, on connaît beaucoup mieux Jacques Ellul, qui est le penseur de la technique, qui est un des penseurs de la technique, puisqu'il y a des points de vue contradictoires sur ce mot, comme je le dirai tout à l'heure. Et puis, Charbonneau a décidé de vivre selon ses convictions, et donc il est resté, bien qu'agrégé d'histoire-géographie, il est resté professeur d'une école normale en province, à côté de Pau, à l'Escar, toute sa vie, et il a écrit abondamment. Sa manière d'être au monde et d'interpréter le monde, c'était d'écrire. Et il a écrit un nombre impressionnant d'ouvrages qui, malheureusement, ne trouvaient pas d'éditeur. Et ce Bernard Charbonneau, qui a été le maître de très nombreux écologistes aujourd'hui connus, eh bien, je pense par exemple à Beauvais, bien sûr, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Il était persuadé que la nature était une invention occidentale. Et donc, il anticipait finalement le livre que vous avez cité tout à l'heure de Philippe Descola. Il y a bien un dualisme qui oppose nature et culture, qui est propre à la pensée occidentale, et plus particulièrement à la manière dont la philosophie va penser la technique. C'est pour ça qu'on parle nature, technique et territoire, parce que les 3 sont liés, on le verra en fin de parcours. Et donc, si on regarde le mot nature en grec, c'est physis, qui va donner physique en français, bien sûr. On trouve énormément d'informations et de réflexions chez Aristote. Et cette physis, cette nature, c'est quelque chose qui naît, qui croît, qui se développe, qui périclite, qui meurt. Donc, la mort appartient à la nature. Ce n'est pas... Parce que souvent on a cette idée depuis quelques années de dire « Ah oui, il y a des extinctions de plantes, d'espèces, c'est catastrophique. » Oui, bien sûr, ça peut être catastrophique, mais c'est toute l'histoire de la nature qui est cette espèce de renouvellement incessant des espèces, selon des mécanismes qu'ensuite on va interpréter si on est lamarckien ou darwinien autrement. Alors, en latin, natura, c'est la traduction de physis grec, et ça veut dire la même chose, c'est ce qui naît.
Mais dans le sens commun, il y a deux acceptions pour le terme nature. Il y a ce qui serait propre, les caractéristiques propres à une espèce, animale ou végétale ou humaine. C'est quand dans le langage commun on dit ah ben moi c'est pas ma nature de faire ça, ou c'est sa nature, vous voyez, c'est quelqu'un de plaisant, c'est dans sa nature, vous voyez, c'est quelque chose donc, qui serait presque inné, ça caractérise cette personne, donc c'est sa nature. Et puis de l'autre côté c'est tout ce qui est extérieur à l'humain. Alors c'est ce qu'on appelle communément la nature, c'est-à-dire la faune, la flore, mais aussi les rivières, les rochers, les montagnes, etc. Bon, vous voyez, donc déjà, il y a une espèce d'approche un peu compliquée d'une séparation entre deux types de nature qui n'existent pas dans la plupart des autres cultures, comme va l'exposer Philippe Descola dans son livre, où lui, il évoque 4 types de nature, dont le naturalisme, qui serait spécifique à la pensée occidentale. Et celle-ci est marquée au XVIIe siècle par Descartes, entre autres. Alors, moi, je suis toujours un peu embêté parce qu'il y a des textes de Descartes que je trouve extraordinaires, mais en même temps, il faut reconnaître que c'est lui qui a écrit cette phrase terrible, qu'il fallait que les humains deviennent maîtres et possesseurs de la nature. Donc, on a bien là une conception utilitariste de la nature. La nature est à notre service, elle est en abondance, on puise dedans tout ce qu'on veut, et puis voilà. On ne se soucie pas de la renouveler, on ne se soucie pas de la ménager, on ne se soucie pas de la protéger. Et cette approche du dualisme cartésien va marquer profondément toute la culture occidentale et va être repris en main, j'allais dire, par l'idéologie productiviste, qui dira, bah oui, on va s'enrichir sur la nature, il n'y a pas à tortiller, on peut le faire sans aucune difficulté. Et ça va donner naissance à des formes d'opposition à ce dualisme qu'on trouve, alors pas formulé comme chez Descola, mais qu'on trouve déjà présent chez un auteur majeur qui s'appelle Humboldt. Alexander von Humboldt, c'est un auteur, là je le dis pour tous les étudiants, alors c'est pas facile à lire parce que ses livres font plusieurs tomes, et chaque tome fait 300-400 pages, donc effectivement, quand on dit à un étudiant, tu vas me faire une note de lecture sur Cosmos, c'est 2000 pages, bon, c'est pas une bonne idée, pédagogiquement parlant. Donc il vaut mieux essayer de lire autrement cet homme qui est Humboldt. Mais Humboldt, pour vous dire juste 2-3 choses qui vont peut-être vous étonner, je l'espère, c'est un des premiers qui parle, qui écrit la responsabilité d'aujourd'hui pour les générations futures, l'expression génération future. Moi, je la croyais du XXe siècle. Non, c'est en 1802, sous la plume d'Humboldt, qu'elle apparaît. Déjà, à ce moment-là, il établit une corrélation entre la déforestation et les inondations, entre l'érosion du sol et le changement climatique. Avec ces termes-là, vous voyez, c'est quelque chose de très important. Et quand on sait que Humboldt va être la référence majeure de George Perkins Marsh, qui aux États-Unis en 1864 publie Homme et Nature, dans lequel il explique justement que ce sont les humains, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, ce sont les humains qui transforment profondément, et même moi j'oserais l'expression, qui dénaturent la nature, ça a été déjà dit par d'autres. Donc c'est important d'étudier ce rapport assez spécifique, ce sentiment vis-à-vis de la nature qui est particulier à la pensée occidentale. Et donc, aujourd'hui, avec des penseurs américains comme Thoreau, Emerson, Aldo Leopold, etc., on va contester cette suprématie de l'humain sur le vivant et on expliquera que les humains appartiennent au monde vivant. Et donc que par conséquent, on ne peut plus se mettre à l'extérieur de cette nature puisqu'on en fait partie. Donc du coup, vous voyez, ça va venir chahuter des notions comme celle de milieu ou comme celle d'environnement, puisque ce n'est pas quelque chose qui nous est extérieur à nous, mais dans lesquels nous participons directement. Alors, dans un texte assez autobiographique, on n'arrive pas à se relever, mais dans un livre Écologie des territoires, qui est un collectif, Philippe raconte qu'il est fils d'ostréiculteur d'un côté et de meunier de l'autre. Et que d'une certaine façon, c'est pas toi qui as choisi d'être architecte, c'est l'architecture qui est venue à toi par ce contact permanent que tu avais dès ton enfance avec la nature. À toi. Merci pour cette présentation. Tu as oublié l'adjectif breton.
Parce que c'est la nature bretonne qui m'a appris ça, et particulièrement quelque chose de singulier, c'est que mon grand-père était meunier et sourcier. Et il m'a appris à être sourcier. Et la première fois qu'il s'est passé quelque chose dans ma main, j'ai compris que mon corps était traversé par les ondes électromagnétiques, les ondes telluriques, et que donc j'appartenais à la nature. Et depuis, je suis persuadé, enfin c'est même pas que je suis persuadé, je sais, comment dire autrement, je ne sais pas comment le dire autrement, mais ma main sait que, en tout cas en Bretagne, la relation nature-culture est d'une puissance infinie, fabrique les êtres, fabrique la culture, fabrique l'architecture, fabrique les milieux, fabrique les sociétés. Et je pense que je suis un héritier heureux de cette certitude, que je ne peux même pas mettre en cause, puisque chaque fois que je reprends un bâton pour trouver de l'eau, je trouve de l'eau. Donc voilà, effectivement, nous ne sommes pas extérieurs à la nature, nous sommes au cœur même de la nature, sans doute l'espèce la plus à même de se dénaturer, et la question est plutôt de cet ordre-là, quoi. Pourquoi et comment sommes-nous à même de nous dénaturer? Comment pouvons-nous arrêter de nous dénaturer à ce point-là et de porter atteinte à la terre, quoi, et à la nature? Tu disais que la question du vivant, on ne l'aborderait pas, mais je souhaite l'aborder parce que, en fait, j'ai enseigné le paysage, et il y a certains qu'on a rencontrés à ce moment-là, c'était une grande joie. J'ai enseigné le paysage de 85 à 96 à l'école du paysage de Versailles. J'ai été invité par Michel Courajou, et puis j'ai créé finalement le lien entre l'école de Versailles et Harvard, puisque j'étais le premier enseignant de l'école du paysage, persuadé qu'ils étaient paysagistes, ce que je ne suis pas, contrairement à ce que tu as dit. Je ne parlais pas de diplôme, je parlais de tous paysagistes. Non. Sinon, on ne serait pas là. Je ne crois pas. Ouais. Mais, et donc voilà, le lien en fait avec l'école du paysage et avec le paysage est une chose qui a été très importante en ce qui me concerne. Bon, déjà, la confiance de Courajou, le fait que j'ai enseigné la première année, le projet en première année à l'école du paysage, sur une année complète, a fait que je n'ai pas enseigné le paysage, parce que je ne suis pas paysagiste. Et que, franchement, mais j'ai enseigné la conception de l'espace. Parce que ce qui est en commun entre tous les maîtres d'œuvre, finalement, tous ceux qui sont attachés à fabriquer le milieu dans lequel nous vivons aujourd'hui, en tout cas dans ces relations à la nature, ont un outil singulier que je pense être extrêmement unique, qui est la capacité de penser l'espace habité. Et donc j'ai enseigné, ça a été un moment, en tant que pédagogue, ça a été très important pour moi. Et le premier article que j'ai écrit à propos de la nécessité de se défaire du XXe siècle, que j'ai publié dans le numéro 2 de Page Paysage, son titre c'était « Au-delà de l'espace moderniste ». Et les articles qui ont suivi ont continué ce qui a été écrit à ce moment-là et que le paysage m'a aidé à comprendre et qui est au cœur aussi d'une grande partie des réflexions que tu portes toi. Oui, nous sommes au cœur de la nature, oui, nous ne sommes pas extérieurs à elle et pas que par les ondes telluriques, mais par le temps qui nous traverse. Et en fait, le temps, c'est ce qui ne peut pas nous séparer de la réalité du vivant. Et donc, quelques années plus tard, quand il m'a été amené de donner une première conférence sur la question urbaine, j'ai donné une conférence qui s'appelle « La théorie du vivant ». Je pense que ça a été à peu près incompris, c'était fin des années 90. Mais cette notion de la théorie du vivant est extrêmement liée à l'émergence dans la pensée contemporaine de la question du temps. Et cette manière d'intégrer la question du temps à la pensée de l'espace, ça nous permettait de nous sortir de la question moderniste. Puisque le temps de l'instant, on s'en sortait, le temps dans l'expansion homogène, on s'en sortait, et on arrivait enfin à une pensée du temps dans toutes ses temporalités. Et je pense qu'on n'a heureusement pas quitté ce moment-là, je pense qu'on l'a davantage développé, que tout ce que tu dis sur la chronotopie, par exemple, nous a beaucoup aidé aussi à penser cette importance du temps vécu. Et donc voilà, pour moi, le vivant est au cœur de la question posée. D'abord parce que je suis vivant, que j'aime la vie.
il faut lire Schweitzer, il faut lire tous ces premiers grands écologistes et Jacques Monod. Enfin, il faut relire tous ces gens-là, quoi, sur la question du vivant justement, mais pas que sur ça. Et donc voilà, le travail sur le temps qui permet de se défaire de la forme, qui permet d'intégrer les temporalités, les spatialités, les saisons, les durées, est au cœur de tout ce que l'on fait aujourd'hui. Je veux dire, quand j'ai commencé à être étudiant, personne ne calculait le temps d'évaporation de l'eau, hein, sur une toiture, par exemple, hein, ou le temps de réverbération au moment où on fait une conception, ou tous les temps qui sont en fait à l'œuvre dans nos projets aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, ça l'est complètement. Alors vous dites on dit par exemple la ville du quart d'heure. Moi, j'ai plutôt parlé de la ville de la pantoufle il y a quelque temps, mais on voit bien à quelqu'un la question du temps ramène la vie dans la manière de penser de l'espace. Et dans la spatialité contemporaine, puisque la question de l'espace, c'est ce qui me permet, je pense, de parler à ceux qui sont dans le paysage. La spatialité contemporaine n'est plus la spatialité moderne, ni même la spatialité postmoderne. L'espace dans lequel nous sommes aujourd'hui est un espace fini, une intériorité finie. Et donc on n'est plus du tout en expansion, on est en insertion. Et la façon de travailler sur un espace fini, c'est-à-dire d'élargir un espace déjà là, par le temps, c'est possible de le faire. D'où la chronotopie, mais tu en reparleras, j'en suis persuadé. Donc travailler sur un espace fini par le temps, ça nous permet de fabriquer des creux. Ça nous permet de fabriquer ce que l'on appelle dans le langage médiéval des essarts. Et ça, les paysagistes savent ce que c'est que essarter, fabriquer des clairières, quoi. Et finalement, tout notre travail est de cet ordre-là. Donc on n'est plus du tout dans la logique moderne, c'est terminé. On est dans le vivant, mais dans un sacré vivant. Tous ces essarts, tous ces creux que l'on fait, c'est pour que la vie puisse s'y installer. Et pas une vie différente d'une autre, hein, toutes les vies. Et peut-être même pas toutes les vies, puisque il me semble que ce que l'on sait aujourd'hui très simplement, c'est que c'est une seule vie, une seule santé, un seul vivant, une seule humanité, une seule terre. Voilà pour commencer. Très très bien. Ça aurait pu être le mot de la fin, du reste, mais on va continuer, puisque tu me permets de réagir sur les temporalités. La nature, c'est ça, précisément. L'expression de la nature, sa manifestation, elle passe par, comme tu l'as très justement dit, par des saisons, par des rythmes, et donc il y a une chronobiologie. Et la chronobiologie du vivant, on la connaît. La chronobiologie des humains, on ne la prend pas vraiment en considération. Moi, je me souviens lorsque j'ai publié L'art de la sieste à la fin du siècle dernier, c'est un essai sur les temporalités. Et enfin, j'avais emprunté cette idée à Bachelard, parce que Bachelard invente la topoanalyse, mais en même temps, il introduit en français la démarche de Pinheiro dos Santos, qui est un mathématicien portugais, qui invente le terme de rythme-analyse. Et donc, il essaie de combiner, de fiancer rythme-analyse et topoanalyse. Et moi, je suis de plus en plus persuadé, mais comme tu le sais, je l'écris depuis très longtemps sans aucun succès, enfin sans convaincre personne, j'allais dire, cette idée qu'on ne peut pas penser nos territorialités à nous sans nos temporalités. Les deux vont ensemble. Et donc, on ne peut pas imaginer une typomorphologie urbaine sans les rythmes urbains, sans le déroulé de la vie quotidienne, etc. etc. Donc la rythmique d'un enfant, c'est pas celle d'un adulte en activité, c'est pas celle d'un adulte inactif, etc. Bon, donc tout ça, c'est quelque chose qui nous parle aussi avec la nature, pas seulement d'une manière métaphorique, mais d'une manière fondamentalement complice. Il y a une complicité entre l'humain et le vivant quand on est attentif à ça. C'est pour ça que ces auteurs qu'on évoque tous les deux, surtout américains du 19e siècle, nous permettent d'établir cette relation de complicité. Quand Thoreau écoute la rivière lui murmurer son histoire, moi je le crois, bien sûr.
Et quand Bernard Charbonneau nous explique qu'on peut prendre un avion pour aller de France au Pérou en quelques heures, et il dit oui, bien sûr, mais moi j'aurais pas assez de ma vie pour découvrir tous les secrets du gave dans lequel je vais pêcher régulièrement. Et je crois qu'il a aussi raison. Donc nous vivons des temporalités contrastées et parfois contradictoires entre elles. C'est ça qui est à mon avis importante, parce que le monde urbain nous impose une rythmique qui vient contrarier notre chronobiologie. Je sors là je fais un peu de pub, hein, je sors dans quelques jours Pays de l'enfance, qui est un essai sur les enfants, sur les grands oubliés de certains architectes, de certains urbanistes et de certains paysagistes, et de certains designers, et de certains parents. Enfin bref, bon, les enfants, on ne prend pas en considération leur chronobiologie. Par exemple, Hubert Montagnier, qui est un médecin spécialiste de la chronobiologie des enfants, explique qu'il y a l'enfant de sa naissance à 5-6 ans à 2 moments de latence qui sont 7-8 heures du matin et 13-14 heures l'après-midi. Bon, bah, quand commence l'école? À 8 heures et à 13h30. Donc là, on a tout faux à ce niveau-là. Bon, donc il faudrait être beaucoup plus soucieux des rythmes et des saisons, etc., du jour et de la nuit, etc., qu'on ne l'est actuellement. Alors tu as mentionné la chronotopie, c'est un terme que j'ai utilisé encore une fois à la fin du XXe siècle. Ça me semblait d'aller de soi. Je disais, parce que depuis longtemps, je ne dis pas aménagement, mais je dis ménagement. Donc ménager, ça veut dire prendre soin, ça vient d'un vieux verbe français qui s'appelle manoir. Donc on a retenu que le terme qui désigne un lieu où les seigneurs résidaient, mais c'est un verbe au départ. Bon, enfin bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails étymologiques, mais qui sont passionnants. Et ménager, c'est donc prendre soin. Ménager, c'est bien sûr inscrire notre existence dans nos territorialités et dans nos temporalités. Et par exemple, de la même manière que le dualisme cartésien distingue la nature de la culture, eh bien la pensée productiviste nous fait croire que le temps est homogène. On l'a découpé en 24 heures. Mais nous savons tous ici qu'une heure d'attente d'un résultat scolaire ou médical, c'est très long. Par contre, une heure en très bonne compagnie, comme en ce moment, c'est trop court. Donc le temps n'est pas du tout homogène. Et ça, c'est encore Bachelard, dans la dialectique de la durée, qui nous explique que le temps, c'est une poussière d'instant. Et il nous faut saisir cette poussière d'instant pour lui donner une forme qui est une esthétique de l'existence. Ça, je beau lire et relire tout le temps ce Bachelard, je vois à quel point il met en permanence cette notion de la beauté. Et quand tu te souviens de la formule de Aldo Léopold, c'est celui qui a fondé ce qu'il appelait l'éthique de la terre, la lande éthique, dans un livre somptueux que tout étudiant, que tout individu, que tout le monde devrait lire, s'appelle Almanach du Comté des Sables, un livre qui sort en 1949, un an après sa mort. Et dans ce livre-là, qui est un livre sur les saisons et les rythmes dans le pays de Wisconsin où il réside, donc qui est un comté des sables, c'est-à-dire qu'il y a du sable partout, eh bien, il élabore l'éthique de la terre en disant que ce qui est juste pour une communauté biotique, c'est tout ce qui favorise non seulement son équilibre, sa sérénité, etc., mais aussi sa beauté. Et donc, la beauté appartient à une éthique. Et l'éthique, c'est l'éthos en grec, c'est-à-dire c'est se dresser, se mettre debout. Et on voit bien qu'on le dit souvent dans la langue ordinaire, on dit c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui a une éthique, vous voyez, il ne nous fait pas des coups tordus, au moins on peut l'espérer. Eh bien, les naturalistes ont inventé, c'est Geoffroy de Saint-Hilaire qui l'invente en 1859, le mot d'éthologie, à partir de ethos et logos, la connaissance des mœurs et des coutumes des animaux. Eh bien, là c'est un point important pour moi, et je vois l'expliquer un peu longuement aux étudiants qui sont là, et puis j'aimerais bien que tu réagisses là-dessus, c'est que le vocabulaire est décisif, évidemment. Et lorsque j'ai appris que territoire, habitat, acclimatation, colonisation, individu, société, ce n'est pas des mots sans importance, tous ces mots
des sciences humaines et sociales viennent de la botanique et de la zoologie. Ils mettent 1 an, ces mots, à migrer d'un vocabulaire de spécialiste, entre guillemets, pour pénétrer les sciences humaines et sociales. Je donnerai un nom qui est connu, c'est celui de Robert Park, le fondateur de l'école de Chicago. En fait, on le sait parce qu'il l'a dit, il l'a reconnu, il était même très content de le dire. Il était étudiant en philosophie en Allemagne. À l'époque, Strasbourg était allemande. En Allemagne, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, pour passer sa thèse de philo. Et il lit un livre qui vient d'être publié en allemand d'un botaniste danois qui s'appelle Eugenius Warming, qui s'appelle L'écologie des plantes. Et en lisant ce livre, il découvre justement habitat, territoire, etc., tous ces mots de la botanique, qui font qu'une fois de plus, on comprend que nous sommes des êtres vivants, puisque comme eux, on partage cette notion d'habitat, qui n'est pas une habitation, qui n'est pas un logement, et le territoire. Alors, le territoire, là encore, c'est un mot qui était cher, hein, cette notion de territoire. Et c'est un mot qui, aujourd'hui, est en pleine discussion. Parce qu'il y a une école territorialiste en Italie, avec Alberto Magnaghi, que nous connaissons tous les deux, et puis il y avait préalablement tout un courant trop peu connu en France, de ce qu'on appelle le biorégionalisme nord-américain, avec Gary Snyder, avec Peter Berg, etc., Kirkpatrick Sale, etc., qui ont fondé une réflexion territoriale disant que le territoire n'est pas donné, n'est pas administratif comme nous on le croit en France. On nous dit il y a 13 régions, il y a 97 départements, si je me souviens bien, ou peut-être 18, bon, etc. Non, eux, ils partent de l'idée que le territoire, c'est quelque chose qui advient. Ce n'est pas quelque chose qui est donné. Le territoire d'une plante, le territoire d'un animal, il se fait avec l'animal et la plante. C'est ça qui est fondamental. Et les humains, c'est pareil. Donc il nous faut inventer nos propres territoires, d'où, par exemple, pour moi, la notion de biorégion, qui me semble très intéressante. Voilà. Donc on est un peu dans ces réflexions-là en ce moment, et on entrelace, c'est pour ça que j'ai attitré notre soirée comme ça, nature, technique et territoire. Alors la technique, je vais en dire 2 mots avant que toi tu expliques comment tu te positionnes en tant que créateur et concepteur par rapport à la technique. Le mot techné en grec, c'est appauvri avec le mot technique en français. Le mot techné en grec, c'est à la fois un savoir-faire propre à un métier, mais c'est aussi cette dimension esthétique dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi lié à la beauté. Donc une technique, ce n'est pas simplement la ficelle d'un métier, enfin, le procédé technique qu'on va utiliser. Vous voyez, non, c'est pas quelque chose qu'on va produire. Non, c'est quelque chose qui relève d'une création. C'est-à-dire qu'il y a dans tout acte technique la possibilité d'ouvrir un monde. C'est comme ça qu'on dit dans la philosophie de Maldinet ou d'autres, et moi ça me parle beaucoup. Ouvrir un monde. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un marteau, une scie, et puis un morceau de bois ou des morceaux de bois que je vais assembler. Le bois, c'est un matériau, mais le matériau en lui-même ne me dit pas qu'il va devenir un lit ou qu'il va le devenir une armoire. Donc on voit bien que là, il y a un processus qui est derrière ça. Et pour moi, le mot écologie, il me permet de mieux comprendre notre positionnement par rapport à la nature, à la technique et au territoire, qui sont des ouvertures de monde. Pourquoi ? Parce que l'écologie, pour moi, mais c'est très difficile, vous allez voir, c'est la combinaison de 3 qualités fondamentales que sont le processus, la transversalité et l'interrelation. Penser, réfléchir, écrire vos mémoires, vos dissertations, nos livres, nos projets d'architectes, etc., en essayant gérer un État, la ville de Paris. Quand, aux dernières élections, j'ai publié dans l'IB un texte « Écologisons les conseils municipaux ». Je n'ai pas du tout été écouté. C'est pas une remarque, hein, ni un reproche. C'était juste une position. Je disais, voilà, profitons de l'intérêt pour l'écologie pour que les conseils municipaux ne soient plus attribués selon des données thématiques et verticales, mais qu'on soit dans la transversalité, dans l'interrelation et dans le processus. Bon, bah, c'est pas facile à mettre en place, hein, j'en ai conscience, bien sûr. Et c'est pareil pour un ministère. Vous voyez, les intitulés de nos ministères,
Le fondateur de Slow Food en Italie, Carlo Petrini, considère qu'il n'y a qu'un ministère qui mérite d'exister, c'est le ministère de l'Alimentation. Le ministère de l'Alimentation qui comprend la santé, l'agriculture. Bon, bah, à toi. Oui, mais c'est très intéressant. On a quand même envie de savoir la fin de cette phrase sur l'agriculture et l'alimentation, mais bon, comme tu as beaucoup dit, je vais choisir quelques mots. Je ne vais pas rebondir sur tout ce que tu as dit. Je vais revenir sur la question de la technique. Bon, évidemment, la technique est une de nos façons de dialoguer avec la nature. Et en ce sens, la technique, nous en avons besoin. Et puis, il y a les technologies, il y a le XXe siècle, il y a la fascination pour la maîtrise de la puissance, il y a le machinisme, il y a tout un siècle dont il faut absolument que nous fassions le deuil et qui met au cœur de l'établissement humain plutôt la machine que l'homme. Et ça, on ne peut pas continuer là-dedans, puisque la plupart de nos soucis viennent de cette situation-là. Nous sommes fascinés par nos propres créations, plus parfaites que nous, sauf quand elles tombent en rade, mais ça, on oublie qu'elles tombent en rade. Jacques Ellul, que tu évoquais tout à l'heure, a une de ses idées, mais d'une simplicité, d'une puissance incroyable, comme il en a un peu l'habitude, disait, vous savez, c'est le mode d'emploi qui a l'autorité. Donc vous, en tant qu'humain, vous ne servez qu'à faire en sorte que ce que le mode d'emploi vous demande de faire, vous le fassiez. Et vous savez bien que c'est vrai. Si vous ne faites pas ce que dit le mode d'emploi, ça ne marche pas. Et vous êtes frustré, quoi. Votre rapport au monde, d'un seul coup, est tombé en rade, quoi. C'est cassé. Donc cette fascination, cette dépendance-là, c'est celle dont il faut absolument que nous défassions. Puisque finalement, la situation dans laquelle on est aujourd'hui est grandement liée à notre mésusage de la technique. Donc on peut évidemment ramener la technique à la techné et dire tout ce que tu dis qui est très juste. Sauf que quand, en tant que maître d'œuvre, je dois mettre en œuvre la technique, je suis confronté à des situations moins métaphysiques. Et là, nous, on a pris une position très claire, hein. Frugalité, quoi. Frugalité pour utiliser moins de technologie, pour se désintoxiquer de la technique. Alors là, c'est la nuit, donc ce que je vais vous dire est un peu, peut-être moins flagrant, mais si on était ici le jour, je vous aurais montré que l'atmosphère, le milieu dans lequel nous sommes, puisque milieu fait partie de ces mots qui viennent finalement de l'étude du vivant non humain, enfin, le milieu dans lequel nous sommes ici est entièrement dédié à l'usage de la machine. Et ce que nous voyons et ce que nous respirons est passé par la machine avant d'arriver à nous. Alors que si on était 2 jours, il suffisait d'ouvrir la fenêtre et c'était réglé, quoi. Donc le fait qu'aujourd'hui nous confions absolument à tous les niveaux à la machine notre relation à la nature est une erreur profonde, mais c'est l'erreur qui nous a amenés dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et peut-être aussi parce que on n'a pas été capable de dépasser la question du visuel. Bon, la ville écologique, c'est pas une ville verte. Si c'était ça, on le saurait depuis longtemps, quoi. Les arbres, il faut en planter, enfin, soyons clairs, hein. Les arbres sont mes amis et tout ça, mais il ne suffit pas de mettre un arbre pour que d'un seul coup la ville devienne écologique, quoi. Et la ville, c'est pas que d'utilisation du bois et de la terre dans les bâtiments. Donc c'est pas en utilisant tout ce qui vient de la photosynthèse, grosso modo, l'arbre, le bois, même la terre, enfin, tout ça. C'est plus que ça. Et on oublie de dire que l'air, c'est la nature, que le vent, c'est la nature, que la lumière, c'est la nature, que la chaleur du soleil, c'est la nature. Et c'est aussi important d'admettre que ces choses que l'on ne voit pas sont déterminants dans notre façon d'être au monde, quoi. Bien sûr, on va continuer à se faire avoir par cette espèce de diktat de la vue, en oubliant de ressentir les choses par le nez, par la peau, par notre être là, quoi.
Et moi, je me bats sur ces choses-là pour arrêter de se faire avoir par ce qui est Instagrammable, quoi. C'est pas parce qu'on a mis du vert dans une ville que la ville est verte, quoi. Enfin, il faut arrêter, quoi. Il faut vraiment comprendre cet ensemble comme un mélange complexe de ce que l'on voit et de ce que l'on ne voit pas. Mais ce mélange complexe-là, c'est la vie, quoi. Ce sont tous les états de la vie qui ne sont pas que matériels, qui sont aussi fluides. Et là, j'aurais moi tendance à penser que la vie est plus fluide que matérielle, quoi. Même si, bien sûr, on a absolument besoin que nos corps soient là pour savoir que nous sommes en vie. Enfin, Monod disait, non, c'est Schweitzer qui disait, je suis vie entourée de vie qui veut vivre. Bon. Ben, tout ça, c'est pas juste du matériel, c'est pas juste du physique. C'est aussi tous ces flux qui nous transpercent, qui nous traversent, qui nous permettent d'être là. Donc oui, le milieu, puisque ça parle du milieu finalement, ça, le milieu est un enjeu majeur pour nous aujourd'hui dans nos travaux, dans notre manière de faire notre travail d'agencement. Parce que je suis évidemment d'accord avec ce que dit Thierry sur le ménagement plutôt que l'aménagement. Mais je suis un maître d'œuvre, comme vous. Et je sais que si je ménage, ce qui est ma posture par rapport au vivant et à la terre, j'ai aussi une posture qui est une éthique portée par mon métier, qui est d'agencer ce qui est là, ce qui est déjà là, pour que nous puissions vivre. Donc moi, je ménage pour agencer, et l'enjeu, c'est comment j'agence. Ben, j'agence de manière frugale, quoi. Et à tous les niveaux. Il n'y a pas, enfin, à mon sens, pas d'autre projet d'avenir que celui-là. Et la formule que je vais vous dire ne vient pas de moi, mais je ne sais pas la dépasser aujourd'hui. Le Club de Rome, en 97, un de ses rapports s'appelait Facteur 4. Et le sous-titre de Facteur 4, c'est 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Est-ce que vous connaissez un autre projet d'avenir que ça ? Je le dis assez régulièrement, mais je le dis aussi toujours après, si vous en avez un, dites-le maintenant, quoi. Parce que même celui-là de 97, on a du mal à le porter. On est de plus en plus nombreux, enfin, tu le sais bien. On va vers les 14 000 signataires du manifeste de la frugalité rose et créative, et ça vient de plus de 80 pays. La conscience, elle est là. Mais est-ce qu'on a la culture suffisante, la culture en commun, partagée, de l'action éco-responsable, de l'action frugale qui nous permettrait d'y arriver? Celle-là, elle est à construire. Et merci pour l'Académie du climat. Mais vraiment, c'est pas parce que vous êtes là, madame, mais je le pense véritablement, ce lieu est un lieu incroyable qui permet de rassembler et peut-être de fabriquer cette culture de l'action éco-responsable dont nous avons absolument besoin. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas autre chose à faire que faire, quoi. C'est assez compliqué pour pas qu'on attende, hein. Et tu parlais des générations futures tout à l'heure, et je suis heureux, je ne connaissais pas le fait que ça venait de Humboldt, merci beaucoup. Mais quand parce que finalement, l'émergence de cette notion-là, c'est le rapport Brundtland, c'est 1987, c'est le rapport fait pour l'ONU sur l'état de la planète, dans lequel on parle pour la première fois de développement durable. Et Gro Harlem Brundtland, qui écrit le rapport Brundtland, donc sur l'avenir de la planète, dit elle ne parle que de générations futures, hein. C'est répondre aux besoins du présent en faisant en sorte de ne pas obérer la possibilité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Bon, ça, c'est la phrase répétée. Mais il y a une autre phrase d'elle où elle dit en 2020, compte tenu des émissions de gaz à effet de serre, il y aura un dérèglement climatique avéré. Elle écrit ça en 87. Donc vous comprenez que les générations futures, c'est 2020. Donc c'est nous, les générations futures, et que c'est bon, quoi. Il faut arrêter de parler de celles qui arrivent après, hein. Il faut arrêter de dire que c'est nos enfants qui vont devoir gérer ça, quoi. Basta, quoi. Nous sommes exactement au moment où l'action doit se mener, et se mener véritablement. Donc ménager. J'ai proposé, à l'occasion d'un débat sur le PLU bioclimatique, qu'on arrête de faire des AC, qu'on arrête de faire des zones d'aménagement concerté et qu'on fasse des zones de ménagement concerté. Et je pense que simplement changer le mot là change la posture que l'on peut avoir par rapport à un projet urbain. Bref, on pourrait se parler longtemps comme ça, et comme tu dis, l'avantage des mots, c'est qu'ils
ils ont cette puissance-là. Mais il faut passer à l'action, quoi. Enfin, peut-être que tu peux donner comme exemple ce que tu es en train de faire pour la ville de Paris sur... vous m'entendez là ou... Oui, d'accord, très bien. Sur l'ancien collège hôtelier que tu transformes en médiathèque d'un côté et puis en lieu d'accueil des réfugiés de l'autre, où tu pars du déjà là, qui est une structure en béton, et dans ton livre Mieux avec moins, que j'ai amené là, tu expliques très bien que une fois ce béton amené, produit qui correspond à une tonne de... Non. Il ne faut pas toucher au micro. Je t'ai embrassé tout à l'heure. Bah, du coup, je vais le raconter. Ouais. Merci bien. Oui, alors je travaille en ce moment sur la médiathèque du 19e arrondissement, place des Fêtes. Ne le dites pas. Et la première maison des réfugiés. Peut-être que le son est trop haut et que... Ça va pour vous? Oui, parfait, merci. Et la première maison des réfugiés de Paris, qui se trouve à côté de la place des Fêtes, dans le 19e. Et donc ce projet s'installe à la place de l'ancien lycée hôtelier Jean Carré. Et nous avons pris la décision de ne pas détruire le lycée hôtelier Jean Carré, construit en béton industrialisé dans les années 70, du béton comme on faisait dans les années 70, hein. Plutôt bien fait, en disant le béton qui est déjà là, il est là, on ne va pas lui dire de partir maintenant, hein, puisque le béton, enfin, moi j'appelle ça le matrimonium. Tout n'est pas un patrimoine, mais tout est un matrimoine, c'est-à-dire à la fois une matière déposée, une énergie, un accueil. Et donc ce bâtiment-là, on le garde, on le nettoie, on retrouve sa radicalité, on l'ouvre, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que l'air, la lumière, enfin ce que je vous disais tout à l'heure, que le vivant, que la nature entre dans ce bâtiment, qui aujourd'hui est un bâtiment étanche sur ses 4 côtés. Et il y a une partie que l'on met comme lien entre les deux bâtiments, et cette partie-là, elle est entièrement construite en matériaux biosourcés. Donc le béton est là, moi j'ai pas besoin d'en rajouter 1 gramme. Enfin, j'ai suffisamment attaqué le béton armé de ciment Portland pour essayer d'en couler le moins possible. Et donc ce que l'on rajoute est en bois, issu de la filière francilienne, ce qui fait que c'est en chêne et en terre. Donc on est en terre coulée. Donc, une technique contemporaine de la terre, et cette terre coulée vient des excavations liées au Grand Paris. Et vous savez, en fait, la terre que l'on récupère des excavations du Grand Paris est d'une immense qualité plastique, et au point que nos murs de terre coulée sont sans aucun adjuvant pour augmenter la cohésion, donc ni chaud, enfin on ne met pas de ciment, mais disons qu'on ne met pas de chaud. Et donc voilà, le projet se fait en ménageant ce qui est là, et en amenant la vie, l'air, la lumière, d'autres usages, et en jouant finalement sur quelque chose qui est notre avenir, qui est la réhabilitation du monde déjà là. Et alors, réhabilitation, c'est ménagement du monde déjà là, mais la réhabilitation porte un sens qui est celui plutôt, on va dire, littéraire que technique. Moi, je pense que c'est pas en réparant le monde déjà là qu'on va s'en sortir, quoi. Si je dois vous dire une formule, c'est pas en changeant le carburateur et la carrosserie d'une architecture du XXe siècle que l'on va réparer le XXe siècle et que notre époque va être mieux, quoi. L'enjeu, c'est de réhabiliter le monde déjà là de telle manière que l'on retrouve de l'estime pour ce monde déjà là. Vous savez, on dit, enfin, c'est Dreyfus. J'aimerais être là quand Dreyfus sera libéré. Donc, ce retour en estime est indispensable pour faire en sorte que le monde déjà là, qu'on n'aime pas tant que ça, quand même, hein, on se mette à l'aimer à nouveau, quoi. Parce que le travail qui est à faire là, c'est pas d'inventer un autre monde, hein. Le monde de demain, c'est celui-ci, hein. La ville de demain, Paris de demain, est déjà là. Et heureusement. Enfin, donc ce monde-là, on doit le réhabiliter. Et comme ce monde-là est habité, on ne peut pas le réhabiliter autrement qu'en travaillant avec ceux qui l'habitent.
Donc la conception devient la co-conception, évidemment. Donc tout ce travail-là de ménagement, et de ménagement à la fois du monde physique, du monde fluide et des gens, c'est notre travail pour arriver à 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Alors, Philippe, tu as raison de faire remarquer que la conscience écologique est de plus en plus importante dans la population. Bon, là, bien souvent, je me suis aperçu qu'on était trop... On se réunissait entre nous. Donc, du coup, est-ce que je peux vous remercier, monsieur? Vous pouvez dire ce que vous venez de faire? Vous pouvez dire ce que vous venez de faire? Vous avez ouvert la fenêtre. Oui, merci. Et donc, donc voilà, là, il y a une vraie... Moi, je crois qu'il y a une prise de conscience, peut-être, mais elle avance à très petits pas. À l'échelle planétaire, j'entends, bien sûr. Pas seulement entre nous, ayant la même histoire culturelle et politique. Bon. Et donc, en effet, il y a des collectifs de jeunes architectes, de jeunes urbanistes, de jeunes paysagistes, etc., ou pas forcément jeunes, qui mettent en avant une approche frugale, c'est-à-dire qu'ils appliquent ce que j'appelle, à défaut d'une meilleure dénomination, la nouvelle trinité, à savoir le cas par cas, le sur-mesure, le faire avec les habitants et le vivant. Bon, ça me semble fondamental. Mais en même temps, je vois des quartiers entiers de villes, des constructions, justement de l'époque moderniste. Je vois que le monde ancien est encore présent aujourd'hui. Et c'est très connu, puisque j'ai écrit un pamphlet contre les gratte-ciel et ma position contre la tour triangle que la ville de Paris va soutenir me paraît une absurdité, parce que ça, c'est l'ancien monde. C'est-à-dire c'est encore du fluide, mais les ascenseurs, l'air conditionné, enfin tout ce contre quoi tu luttes. C'est ça qui est la tour que j'appelle de l'injustice, là de Renzo Piano, la tour du haut, de nos nouvelles. Tout ça, c'est vraiment une architecture d'une autre époque. C'est l'architecture de l'arrière-garde. Mais elle est présente. Et à l'échelle planétaire, c'est Dubaï. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fascine des gens très nombreux. Le sable de la péninsule arabique est impropre à la fabrication du béton armé. Donc on fait venir du sable d'Australie. Vous voyez, on en est dans cette circulation incroyable. Et donc la terre, la pierre, le bois, la paille, le champ, tout ce que tu fais avec Dominique Gossin-Muller ou avec d'autres, heureusement de plus en plus nombreux, affronte quelque chose d'autre qui est excessivement puissant économiquement parlant et qui est dominant dans l'enseignement des écoles d'architecture, dans l'enseignement des... Enfin, bon, etc., etc. Donc, comment faire pour ne pas seulement... Parce que même aujourd'hui, tu prends le discours actuel dominant du ministère du Logement, par exemple, c'était la ministre du Logement, elle dit il faut construire, 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 construire. Et nous, toi, moi, d'autres, etc., on dit non, il y a trop de bâtiments, il faut réhabiliter, il faut réorganiser, réagencer. Bon, donc, comment pouvoir trouver une conversation, vous voyez? Comment on peut échanger sans animosité, sans agressivité, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il y a tellement d'enjeux environnementaux qu'on n'a effectivement pas de temps à perdre à discutailler. Il faut là qu'on soit dans la conscience écologique qui exige une conscience du lieu. C'est pour ça que moi j'entrelace tout le temps les trois. Technique, nature, je ne l'ai pas dit, mais technique, le terme grec vient d'une racine indo-européenne qui signifie construire. Et comme par hasard, ça va donner aussi le mot charpentier. Et le mot charpentier, c'est le terme grec pour désigner l'architecte. Sauf qu'on le fait précéder de arché, qui en grec désigne à la fois l'origine, à la fois le principe et à la fois le pouvoir. Donc on voit bien comment tout ça c'est lié dans les mots eux-mêmes. Ah non, alors tout d'un coup on dit non, on va faire un gratte-ciel parce que j'ai même entendu un élu écologiste de Rennes. Je faisais une conférence à Rennes où j'expliquais, parce que ça, on a tous les éléments pour montrer que c'est énergivore, que c'est inurbain, que c'est une impasse en hauteur, enfin que c'est pas que la ville, le bien-être urbain, ça c'est pas dans le gratte-ciel.
Et encore en France, ils sont petits par rapport à ceux de Dubaï ou de Shanghai ou de New Delhi ou de Bombay. Et cet élu me dit, ah mais le gratte-ciel, c'est le seul moyen de lutter contre l'étalement urbain. L'absurdité. C'est-à-dire qu'il n'avait pas compris, parce qu'il n'a pas appliqué la méthode du processus de l'interrelation et de la transversalité, il n'avait pas compris que l'autoroute urbaine, le centre commercial, le gratte-ciel, la suburb, ça va ensemble. Et que si on refuse ce modèle-là, eh bien on invente autre chose. Parce qu'il ne s'agit pas de valoriser des lotissements pavillonnaires, il s'agit de redonner à des bourgs, finalement, la beauté qu'ils ont perdue. Et là, je prends la beauté au sens existentiel, pas simplement au sens esthétique. Donc, vous voyez, cette manière d'être au monde, c'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, l'appropriation. C'était le sujet des rencontres à Clermont-Ferrand il y a quelque temps, de la Biennale, des maisons de l'architecture. Et je faisais le discours inaugural et j'expliquais que l'appropriation, au sens sociologique du terme, c'est faire sien. Mais bon, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Au sens philosophique du terme, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail des auteurs, mais peu importe, s'approprier quelque chose, c'est de devenir autre au contact d'eux. Et ça, c'est la puissance du vivant et de l'être humain. C'est cette capacité à sans cesse grandir en soi dans le rapport avec autrui. Autrui, cette altérité, n'est pas simplement un autre humain, mais peut-être un autre vivant. D'où l'importance peut-être de doter le monde vivant de personnalités juridiques, par exemple, afin d'éviter justement de les dénaturer, d'altérer leur qualité profonde. On commence aujourd'hui, dans les mouvements contre l'écocide, vous avez cette revendication de doter une rivière, une forêt, etc., d'une personnalité juridique, afin d'éviter qu'on puisse justement la détourner, abuser, enfin la piller, etc., etc. Et ben, tout ça, c'est important. C'est ce que Aldo Léopold, dont je vous parlais tout à l'heure, appelait penser comme une montagne. Il nous faut donc penser, nous, sans cesse, comme un banc. Moi, ça m'avait beaucoup plu un jour, tu présentais ton projet de réorganisation, un énième projet de réorganisation d'une ville nouvelle qui était très ancienne, en fait, qui était le Vaudreuil. Et je me souviens, tu as commencé à dire, je me suis promené j'ai marché, oui, déjà, sur le site, et puis j'ai regardé où on pourrait mettre des bancs. Ça va me permettre de parler du territoire. Oui. Je vous dis ça parce que je pense qu'il y a des mots qui sont des mots pièges. Matérialité, territoire sont des mots pièges aujourd'hui, et vous parlez de matérialité et de territoire, et vous ne parlez plus d'architecture, par exemple, c'est terminé, quoi. L'architecture, c'est comment on construit en matériaux biosourcés, quoi. Et le territoire, c'est comme ça qu'on est, quoi, sur un territoire. Et je pense que tout ça manque de subtilité, et qu'il est bien de revenir à la notion d'établissement humain. Bon, c'est une notion qui est d'origine française, hein, c'est chez Vidal de Lablache, mais tu pourras revenir sur ça. Mais l'établissement humain, c'est une notion que l'on voit véritablement prendre du poids au milieu du XXe siècle. Et il y a même à l'ONU un programme de l'ONU sur les établissements humains qui s'occupe du sommet qui ne se tient que tous les 20 ans, sommet onusien qui ne se tient que tous les 20 ans, qui s'appelle sommet Habitat. C'est le sommet où on parle de l'établissement humain tous les 20 ans, comme si ce n'est pas tous les jours qu'il faudra en parler, quoi. Les établissements humains sont très intéressants parce que on le dit quasiment toujours au pluriel. Donc l'établissement humain est urbain, rural, périurbain, littoral, de plaine, de montagne. Il est un bâtiment, il est un aménagement, il est un banc. Et pour moi, il me semble beaucoup plus intéressant de penser la pluralité des établissements humains que de penser le territoire presque comme un objet territoire, comme le construit comme un objet construit. De ce point de vue-là, il me semble qu'il y a des échelles plus petites que celles des territoires qui sont passionnantes. Parce que pourquoi on pense à tout ça, hein, c'est le problème du maître d'œuvre, de se dire pourquoi finalement, hein, pourquoi je pense à ça, quoi.
Parce que mon métier, c'est de faire en sorte qu'on vive et on habite. Donc, pourquoi est-ce que l'on fait ça? On fait ça parce qu'il faut changer, il faut réhabiliter le monde déjà là. Il ne suffit pas de penser le territoire, hein, et dire que c'est un bioterritoire ou un régionalisme. Il faut faire. Et quelle est l'échelle dans laquelle nous pouvons faire? Ce n'est pas à la région. Hein. Ce n'est pas au niveau de l'État non plus. Hein. On le voit bien. Il faut trouver les échelles qui correspondent aux capacités d'agir sur notre environnement. À la frugalité osée créative, nous avons tendance à penser que la commune est une très bonne dimension. La commune aujourd'hui n'est pas un repli sur soi, n'est pas un retranchement. Les communes sont toutes liées dans ces fluidités qui nous traversent tous, quoi. Mais la commune est un ensemble politique et humain qui est à une échelle qui permet de penser l'action efficace, réelle, sur notre environnement. Action indispensable. Donc moi, dès qu'on me parle de biorégion, je ne vais pas vous dire que je fuis, mais j'ai peur de cette notion-là, que je comprends bien. Je dois vous dire, j'étais, et je me suis toujours demandé qu'est-ce que je faisais là. J'étais à la première conférence parlementaire sur le développement durable en 2006. Autour de la table, il y avait 3 ministres, le représentant de Total et le représentant de BASF. Et au bout de la table, il y avait un petit mec, architecte. Ben, depuis ce moment-là, je sais bien que je ne peux pas travailler et que je ne peux pas agir au niveau de ceux qui étaient là, qui nous font croire qu'ils font quelque chose, mais qui ne le font pas, quoi. Alors que moi, ma capacité à agir, à la fois comme citoyen et comme maître d'œuvre, c'est sur des échelles où on peut travailler tous ensemble. Et donc, pour nous, la notion de commune est une notion qui est sans doute celle qui peut porter le mieux la notion de ménagement. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi et je te signale que lorsque, sous la présidence Hollande, où on est passé de 24 régions à 13, le deuxième volet de la réforme était de passer de 35 000 communes à 7 000. Et moi, je me souviens d'une émission de radio où j'avais été invité, et j'étais le seul à dire les 35 000 communes, c'est une richesse incroyable pour la France, pour un territoire, peu importe lequel. Et donc, il faut au contraire peut-être inventer de nouvelles prérogatives pour les élus de ces communes, parce que certaines ont 130 habitants, etc. Mais il ne faut surtout pas les supprimer. Parce que c'est un échelon territorial, mais c'est surtout ce que tu as dit qui est très juste, c'est la dimension humaine. Il y a eu une rencontre, je finis juste là-dessus, il y a une rencontre au Monde, organisée par le journal Le Monde il y a 10 jours, sur la ville à taille humaine. Déjà, l'expression m'a toujours étonné, parce qu'une ville doit toujours être à taille humaine. Pourquoi elle devrait tout d'un coup, elle est devenue monstrueuse? Alors là, voilà, ça c'est autre chose, donc c'est plus une ville, c'est devenu autre chose, c'est une mégalopole. Et c'est vrai qu'une mégalopole de 35 millions d'habitants, on ne peut pas faire de la participation des habitants, on ne peut pas faire de la démocratie directe, etc. C'est impossible. Alors j'étais étonné parce que c'était une rencontre financée par des grosses firmes multinationales et il y avait une espèce de consensus, ça j'étais étonné, qui était vive la ville moyenne. Et alors, moi j'étais un très mauvais écolier, j'avais souvent en dessous de la moyenne, mais pour moi le mot moyen et moyenne c'était pas top. Hein, quand on dit c'est moyen, c'est pas terrible. Donc moi je veux pas être dans une ville moyenne. Je veux être dans la plus belle, la plus riche, la plus diverse. Et elle peut être toute petite. C'est pas une question de taille. Et donc, je me suis pris ce thème. Hein, c'est pour ça que j'ai été invité par Le Monde. C'est que j'ai publié l'année dernière Mesures et démesures des villes. C'est un ouvrage où je recense, depuis Platon jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont essayé de quantifier la ville idéale pour aboutir à la conclusion qu'on ne peut pas la quantifier précisément. Hein, puisque ce qui est idéal, c'est une qualité. Et donc, la qualité territoriale, elle n'est pas la même, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de pluralité, tu as absolument raison. Quand on nous demande souvent, à toi comme à moi, alors c'est quoi la ville du futur? La ville de 2050. Pendant tout le temps, j'ai des coups de fil de journalistes, c'est quoi la ville? Je dis, elle sera plurielle. Il n'y a pas une ville, il y aura plusieurs modalités d'urbanisation à l'échelle planétaire, comme c'est le cas déjà aujourd'hui. Sauf que les tendances
à homogénéiser les territoires avec les centres commerciaux, avec l'artificialisation du sol, avec ceci, cela qu'on connaît par cœur. Tout ça est en train d'être, à mon avis, contesté. Et ça, c'est bien. Je vais juste vous faire cette petite... je vais vous parler de quelque chose qui vient d'être rendu public au courant 21, de 2021, et puis après j'arrête de parler, on répond à vos questions, mais vous savez, l'INSEE définit l'urbain en creux du rural, c'est-à-dire ce qui n'est pas urbain est rural, au point que l'on dit que 77,4% de la population française est urbaine. Bien sûr, quand on vous dit ça, vous avez compris que c'est totalement imbécile, quoi. Mais ça vient de la définition de l'urbain. L'INSEE dit l'urbain, c'est 2000 habitants agglomérés sans coupure de 200 mètres. Vous pensez bien que 2000 habitants agglomérés, ça ne vous fait pas une ville, quoi. Sauf que, héritage du modernisme, héritage même du postmodernisme, l'urbain, c'est l'avenir radieux de l'humanité. Bon, moi j'ai critiqué les définitions de l'INSEE dès les années 2000, et quand j'étais expert de l'ONU pour le sommet Habitat 3 à Quito en 2016, j'ai continué à le dire, mais je n'étais pas le seul à le dire. Les continents émergents voulaient revenir à la notion d'établissement humain et arrêter l'opposition urbain-rural, notamment l'Afrique. Et à Quito, en 2016, la Commission européenne, la Banque mondiale et l'OCDE ont annoncé qu'ils allaient essayer de trouver une définition que l'on pourrait partager au niveau mondial pour comparer les établissements humains. Bon, une définition mondiale, c'est toujours compliqué, mais c'est tout aussi compliqué d'admettre les chiffres de l'ONU qui disent que 54% de la population mondiale est urbaine en 2008 et qu'aujourd'hui on serait à 54%. Enfin, 54 en 2016 et plus de 50 en 2008. Puisqu'on ne peut pas comparer les approches de l'urbain dans une culture et une autre, dans un pays et un autre. Enfin, Et donc le travail a été mené, et je vais vous le décrire parce que c'est une lueur d'espoir. Bon, déjà, ils ont considéré que toutes les définitions qui existaient dans les pays étaient bonnes, puisqu'elles étaient liées à l'histoire et à la culture de chacun des pays. Ils ont donc complété l'ensemble des définitions des pays avec une logique à la fois de densité, donc c'est sur la base d'un carré d'un kilomètre de côté, on calcule les densités comme ça. Au bout du compte, il n'y a plus l'urbain et le rural opposés. Au bout du compte, il y a l'urbain. Alors, les Anglais sont capables de faire la différence entre city et town. Donc, il y a city and town. Donc, on dit autrement, c'est l'urbain dense, l'urbain semi-dense, le suburbain semi-dense, le semi-dense rural, le rural peu habité et pas du tout habité. Et donc, on a quitté les deux catégories pour arriver enfin à un monde tel qu'il est aujourd'hui. Et si moi je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est que j'ai un peu d'espoir malgré tout dans le fait que peut-être que les politiques vont arrêter de gérer l'établissement humain et l'aménagement du territoire sur l'opposition urbain-rural. Puisque là, les chiffres finaux sont différents de ce qui était avant. Le résultat, c'est que la France est plus rurale que l'ensemble, que les autres pays européens, que l'urbain, on n'est plus à 77,6% urbain, mais à 37% urbain, et qu'il y a la partie centrale, les semi-denses, qui représentent plus un tiers. Et donc on voit bien que la réalité d'un territoire, ce que nous vivons finalement au quotidien, ça n'est pas cette opposition imbécile entre l'urbain et le rural, et que ce qui donne de la couleur et sans doute la réelle couleur d'un territoire, c'est l'intermédiaire. Voilà. Tout ce travail a été rendu public
est aujourd'hui accepté par l'ONU, qui dit donc que la population mondiale est à 48% urbaine et pas à 54%. Et qu'en 2050, ce ne sera pas à 70%, mais à 54%. Alors là, donc, juste, et puis je termine sur ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Parce que j'évoque juste ça parce que c'est un thème sur lequel je travaille depuis très très longtemps, comme tu le sais. Moi, je pense, j'ai écrit ça, que la terre urbaine, c'est pas par hasard, c'est que je crois que l'opposition rurale et urbaine est fausse, bien sûr, parce que le rural ne signifie pas monde agricole, puisque oui, la paysannerie, c'est 400 000 agriculteurs en France, vous voyez, donc c'est vraiment très très peu. Donc le monde rural a disparu au sens d'un monde, au sens anthropologique du terme, si tu veux. Moi, je suis persuadé que nous sommes tous urbains parce que nous sommes tous passés par le rouleau compresseur de l'urbanisation des mœurs à l'échelle planétaire. Mais que tu as raison, il y a dans le rural de l'urbain et dans l'urbain du rural, etc., etc., etc. Donc ce sont des notions qui sont, à mon avis, toxiques. Il ne faut plus les utiliser. De la même manière, il ne faut plus utiliser le mot urbanisme parce que c'est le moment occidental et masculin de la fabrication de la ville productiviste. Donc il faut rompre avec ça. Il faut revenir à une définition de la ville qui soit peut-être plus philosophique. Je crois que la ville, pour moi, c'est la combinaison de la diversité, de l'urbanité et de l'altérité. Et donc il manque une de ces qualités-là, la ville disparaît. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Il y a une multiplication à l'échelle planétaire des gated communities. C'est des enclaves résidentielles sécurisées. C'est un des produits immobiliers les plus vendus dans le monde. Eh bien, ça regroupe une population qui a à peu près le même niveau culturel, économique, qui vit entre soi dans une enclave qui est fermée, donc qui oblige à une rupture du tissu urbain et des espaces publics. Eh bien, là, il y manque la diversité. Donc ces gated communities ne font pas ville. Voilà. Je vais vite là-dessus, mais c'est comme ça. Et donc, on va continuer la conversation avec vous, bien sûr. Donc je vais m'arrêter de parler. Juste, ça m'est revenu à l'instant à la notion de génération future qui ne m'a jamais trop emballé. C'est bizarre ce truc. Hein. Je préfère l'expression de René Char. Nous sommes des héritiers sans testament. Qui veut parler ? Qui veut contester? Non, qui veut contredire? Voilà. Vous donnez son point de vue, tout simplement. Alors, je ne veux pas contester, mais je veux revenir à quelque chose qui a été dit au tout début sur la technique, parce que je dois avouer que je ne comprends pas bien en fait la position. J'ai cru comprendre qu'il y avait cet argument que, en gros, la machine... pour résumer le 19e siècle, avait mis une sorte d'écran entre nous et la nature et que c'était un problème, etc. Mais ça, j'en conviens, mais est-ce que c'est pas un peu limitant de définir la machine et la technique par le prisme du 19e siècle? Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on va aller vers des techniques qui vont devenir peut-être complètement invisibles, dans le sens qu'on va... je ne sais pas, travailler la micro-nature d'un matériau biologique ou naturel et qu'on ne pourra plus distinguer finalement ce matériau d'un matériau issu d'un processus naturel parce qu'il aura été le produit de notre science et de notre technique encore plus évoluée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis un peu gêné par toutes ces distinctions qui ne me semblent pas claires. Et surtout ce fameux mot de low-tech qu'on voit partout qui me semble assez toxique parce que c'est pas parce que c'est low que c'est mieux et c'est pas parce que c'est high que c'est forcément un déchet de la civilisation industrielle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas, je trouve que ce que vous faites, monsieur Madec, c'est de la high-tech qui aurait dépassé le 19e siècle, mais c'est pas de la low-tech, si je puis me permettre. Oui, enfin, qu'il y ait des biotechnologies qui soient intéressantes demain, j'en suis persuadé. Cela étant, elles ne sont pas encore à l'œuvre et par contre, on continue à déployer 3 techniques du 19e siècle
Donc Vicat invente le ciment armé, Otis invente l'ascenseur, et puis Carrier invente la climatisation. Donc ces trois inventeurs-là du 19e siècle ont permis que des architectes, des ingénieurs, des aménageurs, des urbanistes, des politiques fabriquent des architectures qui sont en déni total du site dans lequel ils se trouvent, puisque le plus important, c'est d'appuyer sur le bon bouton au 40e étage dans son penthouse pour avoir la température qu'on veut à l'intérieur. Et on peut se moquer de l'endroit où on est, on s'en fout, il y a l'énergie ad vitam aeternam, pensait-on, on sait que tout ça est faux. Pour moi, chaque bâtiment qui a une structure en béton armé, 4 façades pareilles qu'on n'ouvre pas et qui est climatisée, c'est une bombe à retardement. Et il y en a un paquet. Alors, je n'ai pas dit low-tech, mais évidemment, vous pouvez en parler, puisque ce que je fais peut relever du low-tech. Mais en ce qui me concerne, je pense que ça relève du right-tech. C'est-à-dire l'utilisation de la bonne technique avec la bonne matière. Et donc une bonne matière, c'est une matière décarbonée, en bonne quantité et dans le respect du budget. Et ça, c'est un professionnel qui vous le dit, parce qu'une technique alternative avec du biosourcé, ça peut coûter un pont. Donc nous, dans la frugalité, on cherche à faire en sorte que, la technique ne blesse pas la nature, que le matériau soit d'origine naturelle et que tout ça respecte une économie qui est l'économie réelle d'aujourd'hui, autrement on ne réussira pas à le faire. Donc voilà. Oui, je persiste malheureusement à dire ce que je pense, qui est ça, qu'il est absolument possible de faire autrement, que je souhaite que des biotechnologies nous aident. Enfin, on ne parle que du vivant, et puis tu vas continuer à en parler la prochaine fois, mais je veux surtout me sortir de cette fascination imbécile pour des techniques qui fabriquent des architectures qui détruisent à la fois les milieux et les cultures constructives, quoi. Quand vous avez le même bâtiment, et puis les 2 tours de Nouvelles, je me demande comment il a pu penser ça encore, quoi. C'est tellement le XXe siècle, quoi. Même la moitié du milieu XXe. Allez-vous balader, même avant, quoi. C'est même pas New York, quoi. Non, c'est impensable que l'on puisse aujourd'hui se gargariser de ça. Donc voilà, la right tech, c'est si je dois utiliser du béton armé de ciment Portland, c'est pour une situation très particulière. C'est souvent lié à l'eau, à des soutènements, à des choses comme ça. Pour le reste, il y a tout ce qu'il faut. Si je peux faire autrement, et je sais faire autrement qu'en climatisant, y compris quand il fait très chaud, je le fais. Et si je peux me passer d'un ascenseur pour monter à 300 mètres, puisqu'il y a 2 tours à la Défense qui étaient prévues à 300 mètres, ou qui sont encore prévues maintenant. Ah non, elles viennent d'être annulées. Je le fais évidemment pas. Et ça n'est pas compliqué. Vous voyez, il suffit de dire non. Donc il faut apprendre à dire non, quoi. Et ça, franchement, c'est possible, quoi. Y a-t-il d'autres interventions? Sinon, je reviens 2 secondes sur cette question qui est excellente. Hein. C'est une question qui traverse toute la réflexion philosophique sur la technique depuis plus d'un siècle. C'est est-ce qu'il y a une posture technophobe, puis une posture technophile? Est-ce qu'il y a, alors plus ou moins marqué, on peut dire, moi je ne suis pas une technique, mais pas plus que ça, etc., etc. Et donc, je citerai un auteur que j'aime beaucoup, qui est Ivan Illich. Ivan Illich a écrit un très grand livre sur la technique qui s'appelle La convivialité, où il explique que toute technique qui participe à l'émancipation et à l'accroissement de l'autonomie de l'humain va dans le bon sens, et toute technique qui, au contraire, nous dépossède de notre propre autonomie, eh bien, est contestable. Et, à dire vrai, lui-même s'est aperçu qu'il parlait des outils. Et puis, des outils, y compris des institutions, qui pour lui sont des outils. Hein, l'école, l'hôpital, ce sont des outils.
Et il s'est aperçu qu'on était sorti de l'ère des outils pour entrer dans l'ère des systèmes techniques. Alors là, l'affaire se complique. C'est pour ça qu'il faut bien rester sur le sens des mots. Technique et technologie, c'est pas pareil. Et le système technique, lui, il nous sort totalement de toute possibilité d'agir sur lui. Il fonctionne en lui-même. Il donne comme exemple très simple, la bicyclette, n'importe qui peut la réparer, ça c'est un outil convivial. La centrale nucléaire, personne ne peut la réparer. Oui, oui, ni la démonter. On l'a bien vu, là, Tchernobyl, ça continue à produire, à générer ces déchets. C'en est au 3e sarcophage de béton. Fukushima, alors qu'il y a des centaines de milliers d'ingénieurs nucléaires au monde, il n'y en a pas un qui a dit « Attendez, j'arrive avec ma trousse à outils, je vais vous réparer ça sans problème. » Non, non, ça ne marche pas comme ça. C'est des choses qui nous échappent. Donc là c'est pour ça que répondre aux exigences environnementales par la technique, moi, me paraît toujours quelque chose de douteux. Quand on dit à l'automobile, pollue, etc., la voiture électrique va être la solution, je ne crois pas qu'une technique peut solutionner quelque chose qui a été provoqué par la technique. Donc on est là dans quelque chose où il nous faut rompre, ou sortir, ou dire non, enfin, comme tu le dis très justement. Et maintenant, c'est ça la grande différence d'il y a avec 30 ans. Il y a 30 ans, on pouvait dresser l'état de tout ce qui n'allait pas. Ça a été dit au sommet de la Terre à Rio. Hein, voilà, il nous montrait comment tous les critères étaient rouges, enfin c'était catastrophique. Bon, et puis on était un peu gênés aux entournures. Et comme tu l'as très justement dit, comme tu l'écris très bien dans ton livre, aujourd'hui on sait ce qu'on peut faire. On sait que la paille, ça permet une isolation maximale l'hiver comme l'été, dans les deux sens. Donc c'est essentiel. Alors, en même temps, vous voyez, pour vous montrer que tout est lié, pour qu'il y ait de la paille, il faut qu'il y ait une production de céréales. Pour qu'il y ait une production de céréales, il faut qu'il y ait une agriculture urbaine. Si on veut que cette paille soit utilisée pour construire des écoles, des universités, etc., à Paris ou en banlieue parisienne. Et si on a des céréales, eh bien, ça veut dire qu'on aura du pain local, bio, de qualité. Bon, donc on voit bien que la démarche écologiser notre esprit, écologiser notre manière de faire, voilà, ça c'est l'enjeu fondamental. C'est montrer que tout est en interdépendance. Et que si je n'ai pas cette réforme de l'agriculture, je n'aurai pas cette réforme des chantiers de construction. Ça va ensemble. Ouais, surtout que quand on dit qu'il faut arrêter d'artificialiser les sols, moi je suis d'accord, hein, et les agriculteurs ils commencent quand ? Bon, on va peut-être s'arrêter sur... on aurait pu trouver une formule un peu plus sympa quand même que... Ouais, il faut pas accuser tous les agriculteurs. Ouais. Non, mais enfin, il y a aussi plein de bonnes nouvelles, quoi. Hein, franchement. Par exemple, tous ceux qui rentrent dans les écoles d'architecture, de paysage, d'ingénierie, ils sont tous nés au XXIe siècle, quoi. Ça, quand même, c'est une sacrée foutue bonne nouvelle, quoi. Les 30 glorieuses, ils s'en foutent. Ils sont dans un monde qui est le leur, et regardez bien comment les collectifs, quoi. Regardez comment la jeune génération des professionnels qui sont dans les collectifs font un travail de fou pour réinventer la maîtrise d'ouvrage, pour réinventer la maîtrise d'œuvre, pour réinventer le travail, pour inventer la manière même d'aller sur les chantiers pour faire les choses, quoi. Il y a tellement de choses positives. Regardez même la place des femmes aujourd'hui, quoi. Il y a une histoire très forte du féminisme et de l'environnement. Et tout ça a du sens, quoi. Enfin, on peut en rajouter des comme ça, mais vraiment, quoi, il y a des bonnes nouvelles. Merci à vous. Alors, pour le petit commerce, si vous voulez vous faire dédicacer un exemplaire du livre de Philippe qui vient de paraître, qui a un titre qui est tout à fait éloquent, hein, Mieux avec moins.